Bonjour et bienvenue. On est bombardé d'infos sur les entreprises qui sont censées changer le monde, n'est-ce pas? Mais et si la meilleure façon de profiter de toute cette innovation, ce n'était pas de parier sur elle? Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie qui reste souvent dans l'ombre, mais qui est pourtant incroyablement puissante. C'est la stratégie des pics et des pelles, l'art d'investir dans ceux qui vendent les outils de la révolution. Alors tout part d'une question, une question presque mythique. Pendant une ruée vers l'or, qui s'enrichit vraiment au final? Le chercheur d'or qui risque absolument tout pour trouver la pépite ou celui qui vend des pelles à tous les chercheurs d'or? Et c'est là que tout devient limpide. D'un côté, le chercheur d'or, c'est le pari ultime. Un risque énorme, une volatilité folle pour un gain qui peut être énorme, oui, mais qui est surtout très, très incertain. De l'autre, le vendeur de pelles, eh bien lui, il gagne quasiment à chaque fois. Peu importe qui trouve de l'or au fond. Tant que tout le monde achète des pelles pour creuser, son business tourne. Son risque est diversifié et ses revenus, eux, sont beaucoup plus stables. C'est ça, l'essence même de cette fameuse stratégie. Ok, alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'on va arrêter de regarder les têtes d'affiche, les entreprises qui font la une, pour se concentrer sur ce qui se passe en coulisses, sur les fondations invisibles, sur toute cette infrastructure qui est absolument essentielle pour que l'innovation puisse exister. Ce qui rend cette approche vraiment intéressante, c'est qu'elle repose sur trois piliers. Premièrement, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Au lieu de parier sur un seul champion potentiel, on parie sur la croissance de tout un secteur. Deuxièmement, les revenus sont souvent récurrents. Pensez-y, il y a les consommables, la maintenance, les services, ça ne s'arrête pas à la vente de la machine. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, les barrières à l'entrée sont très élevées. Il est extrêmement difficile de venir concurrencer ces boîtes qui ont des décennies d'avance en technologie et en savoir-faire. Bon, pour rendre tout ça un peu plus concret, prenons un premier exemple. On va plonger dans un secteur de pointe, celui des sciences de la vie et de la biotechnologie. Dans cet univers, évidemment, les pics et les pelles ne sont pas en métal. Ce sont des instruments de labo ultra pointus, des réactifs chimiques complexes. En fait, c'est toute l'architecture invisible qui se cache derrière les médicaments qui littéralement sauvent des vies. C'est l'infrastructure de base, mais une infrastructure que le grand public ne voit quasiment jamais. Il faut bien se rendre compte que développer un nouveau médicament, c'est un vrai marathon. On parle de 10, parfois 15 ans entre la découverte en laboratoire et le moment où il arrive en pharmacie. Et là, le point absolument crucial, c'est que les fournisseurs d'outils sont indispensables à chaque étape de ce très long parcours, de la découverte de la première molécule jusqu'à la production à grande échelle. C'est ça qui leur assure une demande incroyablement stable sur des décennies. Mais alors, de quels outils on parle exactement? Eh bien, on parle de séquenceurs de gènes, de spectromètres de masse ou encore de bioréacteurs. Bon, ce sont des noms un peu techniques, c'est vrai, mais ces machines sont vraiment le cœur battant de la recherche. Des entreprises comme Illumina ou Thermo Fisher, par exemple, sont les véritables piliers de toute cette industrie. Et le plus fou, c'est qu'ils ne vendent pas un seul médicament eux-mêmes. Et ce qui est fascinant, c'est que la demande pour ces outils est littéralement en train d'exploser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit une révolution médicale. On parle de thérapie génique, de médecine personnalisée, de biologie synthétique comme CRISPR. Toutes ces avancées incroyables ont un point commun. Elles ont besoin d'instruments toujours plus précis, toujours plus performants. Allez, on quitte le monde des laboratoires pour s'intéresser à un autre pilier de notre économie, les moteurs de la technologie. Ici, les pelles de notre ruée vers l'or numérique, ce sont des machines d'une complexité qu'on peine à imaginer. Ce sont elles qui fabriquent les semi-conducteurs, les fameuses puces. Ces puces, ce sont ni plus ni moins que le cerveau de l'intelligence artificielle, de la 5G, et en fait de quasiment tout ce qu'on utilise au quotidien. 20 milliards de dollars. Ce n'est pas une estimation, c'est le coût de construction d'une seule usine de semi-conducteurs modernes. C'est une barrière à l'entrée tellement gigantesque que ça a complètement changé les règles du jeu. Et forcément, avec des coûts pareils, le résultat est logique. Le marché est dominé par une toute petite poignée d'acteurs. On est dans une situation de quasi-monopole. Prenons le cas des SML. Aujourd'hui, c'est simple. Si on veut fabriquer les puces les plus avancées du monde, on n'a pas le choix, il faut passer par eux. Leur secret, leur super pouvoir, ça tient en un mot, la lithographie. En gros, c'est le procédé qui permet de graver les circuits sur les plaques de silicium. Imaginez une sorte d'imprimerie de l'extrême qui travaille à une échelle nanométrique. Et dans ce domaine bien précis, ASML est quasiment seul au monde. Ok, la théorie est séduisante. Mais en pratique, comment on fait pour opérer une de ces pépites? Voyons ensemble une sorte de guide, les critères clés à avoir en tête. On peut utiliser une sorte de checklist en 6 points pour évaluer la solidité d'une de ces entreprises. Est-ce qu'elle est leader sur son marché? Est-ce que c'est compliqué pour ses clients de changer de fournisseur? Est-ce qu'elle a des revenus récurrents? Est-ce qu'elle investit massivement en recherche?
Est-ce que ses marges sont élevées? Et enfin, est-ce que son bilan est solide? En gros, on cherche un champion innovant, rentable et en bonne santé financière. Un point qui est vraiment fondamental, c'est la composition de ses revenus. L'idéal, c'est quand la vente de la machine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le gros du chiffre d'affaires doit provenir des consommables, des contrats de service, de la maintenance. C'est ce modèle de revenus récurrent qui crée cette fameuse stabilité. Et s'il fallait retenir 2 chiffres, ce serait probablement cela. D'abord, plus de 8% du chiffre d'affaires réinvesti en R&D. C'est le ticket d'entrée pour rester à la pointe de la technologie. Et ensuite, une marge opérationnelle supérieure à 20%. Ça, c'est la preuve que l'entreprise a un vrai pouvoir de fixation des prix, qu'elle n'est pas à la merci de ses clients. C'est la marque des vrais leaders. Mais attention, ce tableau n'est pas parfait. Cette stratégie n'a rien de magique. Il est donc absolument essentiel de regarder l'autre côté de la médaille, les risques. Et ces risques, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a les cycles économiques. Quand l'économie ralentit, les budgets de R&D sont souvent les premiers à être coupés. Ensuite, il y a le risque technologique. Une nouvelle invention pourrait rendre un outil complètement obsolète du jour au lendemain. Et enfin, un risque qui prend de plus en plus de place, la géopolitique. L'exemple d'ASML est parfait pour illustrer ça. Quand des gouvernements, comme celui des États-Unis, interdisent à l'entreprise d'exporter ses machines les plus avancées vers la Chine, ça a un impact direct sur son activité. Ça montre bien que même le leader le plus incontesté n'est pas à l'abri des soubresauts de la géopolitique mondiale. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que cette stratégie est sans doute plus pertinente aujourd'hui que jamais. Pourquoi? Parce que l'innovation s'accélère partout, dans tous les secteurs. Et en même temps, on assiste à une véritable course à la souveraineté technologique. Les États, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie, investissent des sommes colossales pour maîtriser ces infrastructures critiques. Alors, on termine avec une dernière question pour la route. Dans notre époque d'innovation permanente, où est-ce qu'il est le plus judicieux de se placer? À la frontière, là où c'est chaotique, où le succès peut être fulgurant mais l'échec quasi certain, ou un peu en retrait, en train de construire la route solide et fiable qui permet à tous les autres d'avancer. C'est ça toute la philosophie derrière la stratégie des pics et des pelles.